la terre a été cultivée. Donc, ça se concentre quoi. ouais, ça se concentre vraiment dans la cuvette et ça recoule vraiment ici. Et donc on peut voir ici vraiment à cet endroit-là, tu as des zones où l'herbe est quand même moins poussée, justement à cause de ça. Et c'est pour ça que du coup on a vraiment mis cette haie sur le fond du vallée pour vraiment calmer vraiment tout ce qui vient de l'amont. Et c'est pas que cette terre-là. Et l'an dernier, il y avait quoi là? Je pense que c'était du maïs aussi, parce qu'on voit les cannes qui Ouais, sont c'est là. vrai, Donc voilà. Ok. Ouais, s'il fait maïs sur maïs. Toute la zone ici par terre qui est moins élevée, ouais, justement parce que tout ce qui est venu de l'amont a coulé ici, s'est déposé et voilà, donc on a vraiment cette diminution de levée et c'est ce... Ouais, voilà. Tu peux montrer encore avec ton bras. Donc ici on a vraiment du coup tu vois tout le bassin versant, tout le bassin versant se reconcentre ici. On n'a pas un bassin versant qui est assez grand pour dire d'avoir vraiment une ravine, mais vraiment tout ce qui est de l'amont est revenu et redescendu ici en diffus et a traversé l'herbe et est revenu couler vraiment dans la pâture. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a mis vraiment cette bande, cette haie. Avoir des plans d'illustration un peu différents. Des plans de la haie, ça pourrait être sympa. Oui, hein. Et alors, en fait, en effet, ici, je sais que c'est pas forcément évident, mais par exemple, cette zone-là, c'est une zone qui illustre pour toi, André, les dépôts. Au pied là. Donc ici, tout ce qui est coulé vraiment en amont du bassin est venu et a retraversé ici. Donc on voit vraiment ici que tu vois tout ça sont des sédiments qui viennent de l'amont. Tu vois, c'est pas de la terre, vraiment de la prairie. Ouais. Donc tout ça, c'est les limons qui viennent du dessus. Oui, ce sont vraiment tous les limons qui viennent du dessus et qui donc ça c'est pas vraiment la terre de la prairie quoi. Ouais. Ok. Tu veux que j'aille chercher un couteau ou quoi pour faire un truc un peu plus professionnel? Ah ouais. Parce que c'est plus professionnel de dire de le planter dedans. Ouais, je vois ce que tu veux faire. Ouais. Si on plante une, je sais pas du tout, mais pour moi il y a d'office du bénévier, il y a du charme, il y a ce genre de choses. Et alors ce qu'on fait aussi c'est que tu vois pour les haies anti-érosives on les plante plus serrées. Ouais. Tu vois. Donc au lieu d'avoir un plan tous les 50 cm, on va vraiment avoir un plan plus serré, donc on va en avoir un tous les 33. Okay. Donc ce qui fait vraiment d'avoir une haie beaucoup plus dense et d'avoir du coup capte mieux du coup tout ce qui vient de l'amont. Ouais. Donc voilà, ici j'ai une haie qui est quand même allée, qui est quand même belle, qui est quand même bien là maintenant. Et on fait se faire bouffer par la prairie là Non, là maintenant c'est un entretien qu'il faut faire encore assez régulièrement. Je sais pas si tu vois, mais il y a eu un paillis qui a été mis avec des copeaux lors de l'implantation, donc qui permet vraiment de protéger ici de mauvais. Oui. Ce qu'on peut montrer aussi, c'est que c'est pas parce que c'est sec que c'est mort. Bien, c'est ici. Allez-y. Ok.
Donc tu vois ici on peut vraiment voir toute la partie du bassin versant qui a traversé ici la haie l'année passée. Et qui on a vraiment tout le bassin versant, tu vois, qui recoule vraiment à cet endroit-ci. Donc l'année passée la haie n'était pas là, donc elle a vraiment retraversé et les dépôts sont venus vraiment se mettre ici. Donc tous les toutes les copeaux de bois que tu vois, c'est dû à l'installation de la haie. Mais si on gratte un petit peu par exemple ici en dessous, tu vois, tout ce qu'on voit là, c'est pas la terre de la prairie, c'est vraiment du limon qui est venu vraiment de l'amont et qui est venu vraiment se déposer ici, quoi. Tu vois, tout ça, c'est pas la terre de la prairie, c'est vraiment des limons qui sont venus, tu vois, qui ont été emportés par l'eau. Ouais, qui ont été emportés par l'eau et qui ont venu se déposer ici dû au passage de l'eau, quoi. Ok. Donc voilà. Très bien. Refaire le même mouvement. Le mouvement du couteau. Et je suis en gros plan. Donc tu vois ici, c'est vraiment tous les limons qui viennent vraiment de l'amont et qui sont venus vraiment se déposer ici, quoi. Oui, on voit qu'ils sont déposés sur la prairie et que la Oui, prairie est c'est vraiment ça. plantée dedans. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Ok. Restez comme ça. On doit continuer à parler ou... Oui, tu peux le refaire une troisième fois. Ici, ce qu'on est en train de voir. Donc là maintenant, tu vois vraiment tout ce qu'on voit ici sont les sédiments de la prairie qui sont vraiment venus se déposer ici. C'est des sédiments qui sont venus de la parcelle en amont, donc des limons, et qui sont venus vraiment se déposer ici dans la prairie, quoi. Et donc au niveau des pots, tu as quoi, quelques centimètres Oui, là si on creuse un petit peu plus profond, on va retomber sur le sol de la prairie, mais il faut vraiment, tu vois, là maintenant on a vraiment été à 5 cm. Donc on a 5 cm de dépôts qui sont à ce niveau-ci, quoi. Wow. Ok. Voilà. Voilà. Commence à avoir mal aux genoux, dépêche-toi. Replante le couteau. Donc ici, on commence à faire un fameux trou. Donc ici, on a vraiment, tu vois, les dépôts de la parcelle en amont qui sont vraiment venus se déposer, quoi, tu vois. Ouais. Et, tous les limons de la prairie d'au-dessus. Oui, c'est ça, oui. Ouais, qui sont venus se déposer, qui sont vraiment venus. Donc si on creuse un peu en dessous, on va retomber. Donc voilà. Impressionnant. Voilà. Donc tu vois ici, ça c'est une haie qui a été implantée l'année passée par une école justement ici à Lignon avec le parc naturel. Et alors je trouve qu'il est quand même important de dire que quand on voit des plants comme ça, ils ne sont pas forcément morts, hein. Si jamais on veut voir qu'ils sont vivants, on vient juste un petit peu gratter l'écorce et on voit ici, tu vois que c'est vraiment bien vert. Ouais. Et à partir du moment où c'est bien vert, ça veut dire que le pied est bien vivant et qu'il ne faut pas forcément remplacer le pied. Donc voilà, même si une haie comme ça, on pourrait avoir l'impression qu'il y a une partie qui est morte ou qui n'est pas bien poussée. C'est pas vrai, il faut juste le temps qu'elle prenne, quoi. On n'est jamais qu'au mois de mai, les arbres peuvent encore redémarrer. Bien sûr, ici tu vois par exemple, on peut voir qu'elle a des bourgeons et qui va reprendre, quoi. Ouais. Voilà. Donc tu vois ici. Donc tu vois ici, on voit vraiment le plant, on a vraiment l'impression qu'il est mort, mais quand on vient vraiment gratter, on peut voir qu'il est bien vert à l'intérieur, donc ça veut dire qu'il est bien vivant. Et en plus de ça, on voit des petits bourgeons qui font penser qu'elle va bien reprendre, quoi. Donc quand on a ce genre de plant, il ne faut pas croire que la haie est en mauvais état. Donc c'est vraiment bien juste le temps qu'elle s'installe et qu'elle prenne. Il y a possiblement des plantations qui sont mortes dedans qu'il faudra peut-être remplacer, mais ce genre de choses, elles sont bien vivantes et elles sont tout à fait capables de reprendre l'année prochaine. Ouais. Très bien. Et alors, tu veux...
du lait. C'est vraiment important. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Pour les allergiques, donc ici on est sur une parcelle dans la région de l'Andenne. Il y a eu vraiment une problématique de coulée boueuse assez importante et d'érosion assez importante ici. Donc on a rencontré l'agriculteur, on a fait une proposition de plusieurs aménagements, donc des haies, une fascine et cette bande anti-érosive. Malheureusement lors de l'implantation il y a eu un gros orage qui a fait que la bande anti-érosive n'a pas eu le rôle escompté vu que celle-ci n'était pas encore assez bien implantée. Donc l'agriculteur a eu l'opportunité de pouvoir mettre un froment pour dire pouvoir vraiment protéger sa parcelle pendant toute la durée de la réimplantation de la partie problématique et de la partie détruite. Donc on peut revoir ici qu'il a fait un travail de réaménagement et de réensemencement pour pouvoir remettre la bande en état. Oui, donc ici nous sommes dans une parcelle de la région d'Andenne. Nous avons rencontré l'agriculteur vu qu'il y avait un problème d'érosion quand même assez conséquent comme on a pu le voir. Avec l'agriculteur il a été décidé de mettre plusieurs aménagements. Nous avons mis 2 haies, une fascine, une bande enherbée, donc ici coupant la parcelle en 2. Malheureusement l'implantation de cette bande enherbée n'a pas eu une efficacité escomptée vu que nous avons eu un gros orage alors que la terre n'était pas couverte, ce qui a fait que la ravine a traversé malheureusement cette bande enherbée. L'agriculteur a eu l'opportunité de pouvoir mettre un froment sur la parcelle, donc de couvrir son sol, ce qui pourrait diminuer le temps de la réimplantation de la partie détruite de la bande, permettant ainsi de retrouver l'efficacité totale de ces bandes anti-érosives. Ah bah voilà, il y a un bourdon dans la construction. André, il va falloir que tu... On va chercher la charte de consentement, on va le faire signer. Avec les RGPD, tout ça. On peut vous recontacter si jamais on a besoin de... Ça devient fou tout ça. Attends, il n'y a plus personne. Il a du mal à trouver entrer. Ils vont croire que je suis nue. Eh ben en tout cas, merci pour les partages parce que Pas de soucis. c'est des bons résumés. Ah, et là je vois du colza. Je vois 3 pauvres bancs de colza, mais comme ça j'en ai... Là-bas? Ouais. Il n'y a pas eu de colza l'année passée, et c'était du lin. Donc ça serait bizarre que du colza se retrouve là. On va aller voir, je vais aller voir. Oui, il n'est pas incroyable, mais c'est pour pas... Sécurité. C'est un plus un au cas où j'ai rien d'autre. Ouais. Ici encore une belle. Ouais. Il n'est pas sorti d'affaire avec sa ravine. Ça a chargé même... Enfin, ça fait remis...
fait un peu interface entre les deux, ouais. Ça, pour l'eau, c'est coulé là et ça démarre.
puis on doit repousser juste pour eux, quoi. Mais,
On est face à une terre qui a subi des dégâts d'érosion. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels dégâts elle a subis et ce que c'est l'érosion? Donc ici nous sommes sur une terre en chondro qui a eu quelques problèmes d'érosion l'année passée. Donc les problèmes d'érosion c'est à partir du moment où le sol se détache de la parcelle, que ce soit par des moyens hydriques, donc via l'eau, ou des moyens éoliens via le vent. Ici c'est dû à l'eau, des grosses précipitations l'année passée sur une parcelle non couverte ont fait qu'il y a eu des coulées de boue assez diffuses, donc qui sont assez, comment dire, Difficile à voir? Difficile à voir? donc elles ne sont pas concentrées, elles sont vraiment sur la largeur de la pente et ont coulé dans la pâture où on se situe actuellement. Qu'est-ce que vous avez mis en place sur cette parcelle? Quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour éviter l'érosion? On va peut-être avancer un petit peu, comme ça là. Voilà, comme ça. Très bien. Ok. Donc la mise en place de solutions pour diminuer les problèmes d'érosion se fait principalement en amont. Donc on essaye principalement de travailler sur tout ce qui est pratique agricole, que ce soit la diminution du travail du sol ou le changement de rotation par exemple. On peut également essayer de faire en sorte de ramener plus de matière organique ou voir imaginer une couverture de sol la plus longue possible via des intercultures. Attention à toi. Je dois la refaire ou c'est pas grave? Oui, on a vraiment une tête de cheval. Je la refais? Oui, Ouais. volontiers. Repose-moi la question Donc, si tu veux quelles bien. sont les mesures qu'on peut prendre pour prévenir l'érosion des sols? Donc, pour prévenir l'érosion des sols, on essaye principalement de travailler en amont, donc sur la parcelle productrice, donc concernée à proprement dit. Pour ça, on essaye vraiment de travailler sur toutes les pratiques agricoles, donc que ce soit la rotation culturale, que ce soit les pratiques en elles-mêmes sur la diminution du travail du sol. On peut également travailler sur tout ce qui est retour des matières organiques, tout ce qui est... Excusez-moi, je perds mes mots. C'est pas grave. On va la refaire depuis le début parce que je vois que tu me fais ça, je parle trop Oui, vite. tu galères, on voit que t'es stressé. Comme eux? On voit que tu es stressé dans la manière dont tu parles. Ouais, ouais. Prends le temps. Oui, bon, on va la refaire. Et... Désolé, c'est le temps de... C'est pas grave, c'est le principe. C'est pour ça qu'on avait prévu 1 heure et qu'on fait Ouais. même pas 1 minute. Ouais, ouais. Pas de souci. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévenir l'érosion des sols? Pour prévenir l'érosion des sols, on peut travailler sur plusieurs aspects. On va principalement travailler en amont, donc sur les parcelles concernées. Pour ça, on va vraiment travailler sur les pratiques agricoles. Donc on va essayer de faire en sorte de diminuer le travail du sol, de changer les rotations culturales, de faire des apports de matière organique supplémentaires et d'essayer de faire en sorte que la parcelle soit le plus longtemps couverte sur le long de l'année. Tu parles de matière organique. Quel est le rôle de la matière organique? Le rôle de la matière organique, c'est principalement de créer de l'humus. L'humus est une substance qu'on trouve principalement dans le sol et qui permet de recréer un habitat vivant et une excellente structure pour justement ce sol, ce qui permet vraiment de le maintenir en place. Okay. Et quel est l'intérêt de la prairie, et notamment de la prairie permanente dans ces mesures-là? L'intérêt de la prairie au sein d'un bassin versant permet vraiment de capter les eaux, de les éclaircir, donc elle va garder les sédiments. Elle va également permettre de faire une rupture de pente si jamais elle est au milieu d'un bassin versant, donc par exemple entre 2 parcelles de culture. Donc elle permet du coup de diminuer le flux d'eau, de capter ce flux d'eau. Donc on a une quantité d'eau qui est diminuée en aval. Et en plus de ça, dans un cadre comme ici, elle permet de protéger par exemple les habitations d'éventuelles coulées boueuses. Okay. Et quelles sont les mesures que l'Europe ou la Wallonie demande aux agriculteurs de respecter par rapport à l'érosion des sols? Actuellement, il y a la mesure qui s'appelle la BCAE5. La BCAE5 actuellement oblige les agriculteurs qui ont des terres en R10, R15, donc avec des parcelles qui ont plus de 50% ou plus de 50 arts, avec plus de 10% de pente ou 15% de pente, de mettre certains aménagements, comme par exemple des bandes enherbées en bas de pente. Et cette BCAE5 va évoluer. Qu'est-ce que les agriculteurs vont
faire à l'avenir pour respecter cette BCAE5? Il est prévu que cette BCAE5 évolue. Là maintenant, la Wallonie espère passer au système avec une certaine carte, avec des codes couleurs. Et en fonction du code couleur de la parcelle, certains aménagements devront être mis, mais à l'heure actuelle, on n'en sait pas plus. Au niveau de, tu parlais de tout un tas de mesures, donc il y a des mesures préventives à l'érosion. Une fois que l'érosion est là, il y a aussi des mesures pour essayer de limiter les dégâts. Qu'est-ce que l'agriculteur peut faire dans ces cas-là? Oui, bien sûr, on peut faire plusieurs aménagements. Donc là, on va vraiment parler d'aménagement. On peut soit mettre des bandes enherbées pour essayer de couper la longueur de pente, de vraiment, comme la prairie permanente, de capter les eaux et de vraiment les rediffuser. On peut également travailler avec des fascines. Donc des fascines sont des dispositifs que l'on met vraiment sur les axes de concentration qui permettent de faire office de barrage filtrant. On peut également installer comme ici des haies. Les haies jouent un rôle essentiel pour la protection des sols, vu qu'elles font office d'une fascine vivante, par exemple. Et à côté de ça, dès que nous avons réussi à faire en sorte que l'eau soit vraiment claire et qu'il n'y ait plus de sédiments dans cette eau, alors on peut soit réfléchir pour la conduire, donc ce soit avec des fossés ou avec des fossés à redans par exemple, ou alors on peut faire en sorte de la stocker via des bassins de rétention ou des noues. Okay. Moi il me semble qu'on a ce que j'espérais avoir. Très bien. On pourrait reprendre la première question? Ouais. J'ai quand même beaucoup bégayé, non? Non, pas trop. Non. Ça va? Non, ça va. En tout cas, tu as bégayé sur les prises qu'on a refaites. Donc. Ok, ça va. Et la première question, c'est donc qu'est-ce que l'érosion des sols? Oui. J'étais pas prêt. Pardon. Donc, on est ici sur une terre qui a subi des dégâts d'érosion. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'érosion des sols et pourquoi ça pose problème? Oui. Donc ici nous sommes sur une parcelle en Condro où il y a eu des dégâts d'érosion. L'érosion c'est quoi? L'érosion c'est à partir du moment où le sol se détache de la parcelle, que ce soit via un moyen hydrique ou éolien, donc que ce soit via l'eau ou via le vent. Ici nous avons eu des soucis d'érosion l'année passée via des moyens hydriques, donc des fortes précipitations ont eu lieu quand la terre n'était pas couverte. Donc il y a eu des coulées de boue qui sont restées quand même assez diffuses, donc elles ne se sont pas concentrées en un seul point et elles ont coulé dans cette prairie qui a infligé quelques dégâts dans la prairie. Donc c'est pour ça que nous avons mis cette haie en place pour pouvoir protéger celle-ci. Okay. Très bien. Et la deuxième? C'est là où le cheval est intervenu. Et quels sont les moyens pour prévenir l'érosion des sols pour éviter qu'elle ait lieu? Pour prévenir l'érosion des sols, on essaye vraiment de travailler du coup en amont. Donc on essaye vraiment de travailler sur la parcelle concernée, la parcelle qui est productrice de ces problèmes de coulées boueuses ou d'érosion. Pour ce faire, on utilise plusieurs aspects. On utilise vraiment l'aspect pratique agricole, que ce soit sur le travail du sol, sur l'adaptation des rotations culturales. On essaye également de travailler sur tout ce qui est retour de matière organique, vu que la matière organique est un élément important pour la bonne structure du sol. Et on essaye également de faire en sorte que le sol soit couvert le plus possible entre les cultures. Donc on essaie de travailler vraiment sur des intercultures qui prennent vraiment de la place et qui couvrent correctement le sol. Parfait, nickel. Oui, t'es beaucoup plus détendu. Oui, il fallait le temps. Oui, il y a toujours une mise en mouvement. Oui. Après, on revient comme ça. Oui, pas de souci. Oui. Bonjour Nathan, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle chez Natagriwal? Donc bonjour, moi c'est Nathan Prost, je suis conseiller en protection des sols chez Natagriwal. Notre rôle est essentiellement de suivre les agriculteurs sur toute la Wallonie pour prévenir les problèmes de coulées boueuses, d'érosion, et nous sommes vraiment adaptés à travailler sur la protection des sols. Donc nous essayons vraiment de faire en sorte que le sol soit le plus vivant et le plus structurant possible pour justement prévenir à ces problèmes. Ça ne me convient pas ce que j'ai dit. Ah ben on peut la refaire, c'est pas grave. Il y a un moment, tu es parti, ouais, ça se voyait dans tes yeux. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes?
Bonjour Nathan, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle chez Natagriwal? Donc bonjour, moi c'est Nathan Prost, je suis conseiller en protection des sols chez Natagriwal. Nous travaillons avec une équipe de conseillers sur toute la Wallonie et nous sommes là pour conseiller et aider les agriculteurs pour prévenir les problèmes d'érosion, de coulées boueuses sur des milieux agricoles. Et qui peut faire appel à vous? Tous les agriculteurs... On n'entend pas la question, donc Ah oui, tous les agriculteurs Ouais. peuvent faire appel à nous. oui. Donc Qui peut faire appel à vous? tous les agriculteurs peuvent faire appel à nous. C'est un peu court. Oui, Ouais. oui, oui. Et il n'y a que les agriculteurs, il n'y a pas les communes éventuellement aussi Oui, si. Donc qui peut faire appel à vous? Donc on a deux aspects de travail pour... Non, ça ne va pas, je vais recommencer. Qui peut faire appel à vous? Il y a plusieurs personnes qui peuvent faire appel à nous. Ce soit directement l'agriculteur qui nous contacte et alors on va en ferme pour le conseiller. Ou alors il y a les communes qui peuvent demander une analyse de bassin versant via la cellule GISER du SPOE. Alors là, la cellule GISER nous mandate pour aller rencontrer les agriculteurs pour... Elle était belle. Je l'avais bien tout dit. Mais oui. Tracasse. Ça voudra une tasse de café, ça. Ouais. Désolée, Non, non, tracasse, pas de souci. pardon, je l'ai mis en avion. On l'a refait. Qui peut faire appel à vous? Donc il y a d'une part les agriculteurs qui peuvent nous contacter en direct. Ah oui, excuse-moi. Non, oui, c'était bien parti. Pardon? Non? J'ai cru que tu allais mal partir, répondre directement à la question, mais Pardon. c'était T'as bien fait. anticipé la bêtise, tu n'as pas Ouais, eu lieu. et c'était bien fait. Pardon, donc on va y arriver, ce sera la bonne. Qui peut faire appel à vous? Donc il y a les agriculteurs qui peuvent directement nous contacter. Dans ce cas-là, nous allons directement les rencontrer en ferme et faire des visites de parcelles pour essayer de trouver la source du problème et essayer de la régler avec lui. Ou alors les communes peuvent contacter la cellule GISER du SPOE qui elle va faire une étude vraiment du bassin versant et nous mandater pour aller rencontrer les agriculteurs pour essayer de trouver des solutions et pallier aux problèmes rencontrés sur le bassin. Est-ce qu'il y a des réponses ou des choses que tu te dis que tu aurais dû dire dans une question, un regret quoi Non. Comme ça, non, je ne vois pas. Non. Je ne sais pas si... Ouais, c'est parce que parfois on se dit merde, j'aurais dû dire ça. Et donc, Ben oui, mais en fait, il y a un moment où je l'ai dit, mais tu as reposé la question, c'était vraiment par rapport aux aménagements. ok. Mais du coup, on l'a abordé. Peut-être qu'on pourrait parler des financements. Oui. C'est quelque chose qui est quand même assez important, je pense, Oui. si on sait aborder le point. Je me fais grignoter. Dans le cas où des mesures doivent être prises par l'agriculteur, comment est-ce qu'elles sont financées? Il y a plusieurs financements qui sont possibles. Au niveau des pratiques agricoles même, il n'y a malheureusement aucun financement qui peut vraiment permettre à l'agriculteur d'être dédommagé. Cependant, il y a quelques éco-régimes qui peuvent être applicables, comme la couverture longue du sol. À côté de ça, nous pouvons avoir tout ce qui est des aides sur les bandes enherbées. Donc on peut déclarer une bande enherbée en bande bordure de champ, en tournière enherbée, voire même en mesure agro-environnementale. À côté de ça, il y a également des subsides pour la plantation de haies et pour tous les aménagements de type aménagement, ce qu'on appelle non productif. Donc ce sont des aides qui sont mises soit pour déplacer les entrées de champs, soit pour faire des fossés, des noues ou ce genre de choses. Pour moi, on a abordé tout. Je pense, oui, je réfléchis, mais oui, je pense.
Ariane, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment le temps passé au pâturage permet de réduire l'utilisation des antiparasitaires? Alors, en fait, le temps passé au pâturage permet effectivement de réduire les antiparasitaires à condition qu'on gère bien ce temps passé au pâturage, qu'on prenne certaines mesures. Et j'ai envie de d'abord dire qu'il est illusoire de penser que des animaux qui n'iraient pas au pâturage seraient tout à fait dénués de parasitisme, parce qu'en fait il existe un parasitisme d'étable. Donc on entend quand même de temps en temps parler d'élevage hors sol, où on met les animaux à l'intérieur d'un bâtiment où tout est contrôlé. Alors d'accord, les paramètres sont peut-être bons pour le bien-être des animaux. On vient couper l'herbe dehors et on leur apporte en frais ou ensilé, mais ça ne veut pas dire que ces animaux-là ne sont pas soumis à du parasitisme. Mais revenons aux animaux qui sont au pâturage. Si on prend certaines mesures, on va pouvoir essayer de contrôler de façon raisonnée le parasitisme des animaux. Ces mesures sont de différents ordres. Le premier, c'est de se rendre compte que ce sont les jeunes bêtes qui sont les plus sensibles au parasitisme parce qu'elles naissent sans immunité vis-à-vis de ce parasitisme ambiant, hein, sachant que les larves se trouvent dans les prairies et qu'elles vont donc y être confrontées d'une manière ou d'une autre. Donc quand on sait que ce sont les jeunes bêtes qui sont les plus sensibles, eh bien, on va prendre certaines mesures pour ne pas exposer les jeunes bêtes de façon trop brutale à ces larves de parasites. Je suis désolée, on va devoir couper, mais je vois qu'elles vont beaucoup plus loin parce qu'elles ont accès à une deuxième prairie. Et donc les jeunes bêtes, si elles sont encore sous la mer, qu'elles boivent du lait, comme c'est le cas dans certaines races viandeuses, qu'elles boivent encore le lait de leur mère et qu'elles vont en prairie avec leur mère, il n'y a pas trop de problème parce que la confrontation avec les larves infestantes de parasites, elle se fait de façon progressive. Mais si c'est des animaux sevrés, comme c'est le cas en général quand on a du bétail laitier, si c'est des animaux sevrés, alors là, on va essayer de sortir ces jeunes animaux un peu plus tard dans la saison pour que les larves de parasites qui ont passé l'hiver dans le sol, au moment où elles se réveillent, et ces larves ne savent pas se nourrir, donc elles vivent sur leur propre réserve, elles ne savent pas vivre très longtemps, et bien pour que ces larves se soient déjà épuisées avant que les jeunes bêtes ne viennent dans cette prairie-là. De la même façon, une prairie qui aurait été fauchée, comme celle sur laquelle on se trouve, elle est réputée propre parce qu'en fait, je suis désolée, je vais aller de travers. Une prairie qui a été fauchée, on a attendu que l'herbe pousse suffisamment que pour pouvoir faucher quelque chose. Et donc les larves, s'il y avait toutefois des larves L3 encore vivantes au moment où on a fauché, au moment où on est venu faucher, on a exposé ces larves à l'action du soleil, de la chaleur, même si on a fait de l'ensilage ou de l'enrubanier. On va avoir des larves qui sont exposées à des conditions qu'elles détestent. Elles détestent la chaleur trop forte, elles détestent la sécheresse. Et donc on va tuer la majorité de ces larves L3. Donc la fauche, c'est une façon aussi de gérer le parasitisme en prairie. Le jeûnage des animaux, j'en ai parlé au printemps, mais c'est la même chose à l'automne. En fait, au moment de la rentrée à l'étable, on veillera à ce que les jeunes animaux ne restent pas trop longtemps à l'arrière-saison en prairie. On essaiera de les rentrer. Quand je dis les jeunes animaux, c'est en bovin jusqu'à l'âge de 2 ans, parce qu'on sait qu'il faut à peu près 2 saisons de pâture pour que l'immunité dont je parlais précédemment soit installée, soit forte assez. Les bêtes plus adultes, donc au-delà de 2 ans, elles peuvent rester plus longtemps en prairie, parce qu'une bête adulte qui est en bonne santé, après, si les animaux sont débilités par d'autres maladies, des bactéries, des virus, ou pour ne citer que l'exemple de l'année passée, la fièvre catarrhale ovine, en fait, des animaux débilités vont être plus sujets aussi à développer un parasitisme.
le fait de laisser les animaux aller en prairie, ça contribue effectivement aussi à leur bien-être. C'est quelque chose dont elles ont besoin, de se déplacer, de pouvoir brouter de l'herbe. Et un animal dont le bien-être est respecté, c'est aussi un animal qui va être mieux à même de résister face à des attaques, que ce soit des parasites ou des virus ou des bactéries d'ailleurs. Et dans le même ordre d'idée, l'alimentation va jouer un rôle intéressant parce qu'on va essayer que l'alimentation, surtout chez les jeunes bêtes, alors soit suffisamment équilibrée. On sait que l'herbe est un aliment équilibré, mais ça c'est si on le prend en considération sur toute la saison. En fait, en début de saison, l'herbe est souvent un peu trop riche, donc on essaiera de complémenter les jeunes animaux en protéines de façon à ce que d'abord on les soustrait à l'action de brouter et en plus le fait de leur donner suffisamment de protéines, de leur donner une ration équilibrée va faire en sorte qu'ils seront mieux armés pour pouvoir développer cette immunité. Il y a un autre facteur encore en prairie, c'est la charge à l'hectare. C'est sûr que si on met une charge beaucoup trop élevée, alors on peut la mettre de façon momentanée et puis déplacer les animaux au bout d'un certain temps, mais si on laisse toute la saison les animaux, et je vais encore chez des éleveurs où c'est comme ça, toute la saison ils sont sur la même parcelle à une charge quand même un peu trop élevée, là on va avoir des problèmes parce qu'en fait on peut faire alors tout ce qu'on veut. Si la charge est trop élevée, la pression parasitaire elle devient trop élevée aussi assez vite puisqu'il y a ce cycle des parasites où les œufs qui sont émis par les parasites vont pouvoir se développer en larves infestantes et vont infester cette prairie où les animaux restent tout le temps dessus de façon quasi exponentielle au fur et à mesure que les cycles des parasites avancent. Est-ce qu'il y a des conséquences économiques, positives ou négatives, pour l'éleveur de justement leur permettre de rester en prairie? Ton torse un petit peu plus par ici, voilà, ouais, en regardant. Donc oui, au niveau économique, on a pu démontrer, parce que c'est un peu contre-intuitif de se dire qu'on ne va plus vermifuger systématiquement à intervalles réguliers. Moi j'ai appris ça pendant mes études de vétérinaire, qu'il fallait vermifuger à temps et à heure avant qu'il y ait des parasites, donc de façon préventive. Et qu'il fallait changer de molécules régulièrement pour éviter les résistances. C'est un peu les seules indications qu'on recevait à l'époque et beaucoup de vétérinaires ont appris ça comme moi. Ce discours-là ne tient plus la route parce qu'en fait, si on vermifuge de façon systématique sans même savoir si on est face à des parasites, eh bien, on va faire le lit de la résistance des parasites vis-à-vis des molécules qu'on utilise. Et la résistance vis-à-vis des molécules qu'on utilise, et il existe déjà des résistances contre toutes les molécules qui existent sur le marché, toutes les molécules synthétiques antiparasitaires qui existent sur le marché, eh bien, cette résistance-là, il faut vraiment essayer qu'elle n'augmente pas de trop au sein d'un élevage, et chaque élevage est spécifique par rapport à ça. On ne peut pas dire que ce soit la même histoire pour toute une région, par exemple. C'est vraiment très spécifique à un élevage. La façon dont le parcellaire des prairies, par exemple, est géré va jouer. La façon dont l'âge des bêtes est géré va jouer aussi. Si cette résistance augmente de trop, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des animaux qui vont dans un premier temps diminuer au niveau de leur production. Alors au début, ça ne va pas trop se voir, mais ça a déjà un impact économique pour l'éleveur. Mais il ne va pas trop se rendre compte que c'est dû à une résistance des parasites vis-à-vis des molécules. Mais à un moment donné, quand ça atteint un seuil où ça commence à se voir, là, souvent, il est déjà fort tard pour pouvoir intervenir. Et on ne peut pas faire marche arrière par rapport à cette résistance des parasites vis-à-vis des antiparasitaires. Donc là, on a déjà un premier impact, c'est essayer de diminuer les résistances au niveau économique. Le deuxième impact, c'est qu'on pense, je pense à tort, on pense que le fait de vermifuger uniquement quand c'est nécessaire va diminuer aussi les productions. Parce que c'est vrai, les parasites du coup sont
peut-être un peu plus présent, même s'il n'y a pas de résistance. Or, il y a une étude à l'époque qui avait pu démontrer, une étude effectuée par le Centre de recherche agronomique à Gembloux, qui avait pu démontrer que sur un lot de génisses laitières, il y avait 2 lots, un lot auquel on avait fait des vermifuges de façon conventionnelle, c'est-à-dire de façon préventive, tous les X temps, un autre où on ne faisait des vermifuges que si c'était nécessaire, c'est-à-dire après des analyses, et le lot où il y avait une vermifugation raisonnée, hein, donc uniquement si c'était nécessaire, a montré au bout de 2 ans qu'elle avait la même productivité, c'est-à-dire que les génisses avaient la même productivité et la même taille que leurs congénères qui avaient été vermifugés de façon tout à fait conventionnelle. Et bonus, c'est que le lot qui avait été traité de façon conventionnelle avait généré plus de frais vétérinaires que le lot traité de façon raisonnée. Pourquoi ? Parce qu'on pense en fait que l'immunité qu'apporte cette gestion raisonnée du parasitisme, cette immunité antiparasitaire, entraîne le reste de l'immunité aussi, et que donc ces animaux sont plus résistants, sont capables de mieux résister vis-à-vis d'autres maladies qui viendraient les attaquer, des maladies bactériennes, des maladies virales. Ces animaux sont mieux armés pour faire face à ces maladies-là. Donc ça, c'est au niveau économique. Alors c'est vrai que, j'ai dit plusieurs fois, il faut être sûr qu'il y ait du parasitisme. Comment est-ce qu'on va savoir s'il y a du parasitisme? C'est en faisant des analyses. Ces analyses, elles sont payantes. Donc parfois, on paye pour faire des analyses et on doit quand même vermifuger après parce que le résultat des analyses montre que le niveau de parasites est un peu trop élevé et qu'il serait judicieux de vermifuger. Alors peut-être pas tout le troupeau, d'ailleurs rarement tout le troupeau, même si certains éleveurs font encore tout leur troupeau. Franchement, je crois que dans beaucoup de cas, ce n'est pas nécessaire, mais peut-être qu'il faut vermifuger les jeunes bêtes pour les aider un tout petit peu à passer le cap du parasitisme. En fait, ce qu'on a pu démontrer aussi, c'est que quand on fait des analyses de façon régulière, et j'ai envie de dire ici un petit mot sur le fait que l'Arcia, par exemple, propose des abonnements pour montrer des abonnements antiparasitaires, aussi bien en bovins qu'en petits ruminants et camélidés qu'en chevaux. Et ce sont donc des analyses à intervalles réguliers qui permettent de savoir si oui ou non on est confronté à du parasitisme et si oui ou non il faut intervenir avec une molécule synthétique. Je referme cette parenthèse au niveau de l'Arcia. Si on fait ces analyses de façon régulière, au début peut-être un peu plus souvent pour se rassurer, eh bien, au bout d'un certain temps, pour autant qu'on ait une exploitation assez stable, on va se rendre compte qu'on connaît les facteurs de risque du parasitisme. On sait à quel moment il va falloir faire un petit peu plus attention parce que le parasitisme il va rester quasiment tout le temps le même, dans le sens que à certains moments, les larves vont être plus présentes qu'à d'autres moments. C'est fort lié à la météo, malheureusement. Là, on n'a pas d'emprise. Il vient de pleuvoir pas mal ici dans les derniers jours. Dans 15 jours, il faut faire attention au parasitisme. Avant, on avait une sécheresse. La sécheresse ici au printemps, la sécheresse du printemps a montré que là, très peu de parasites, parce que de nouveau, parasites détestent ce qui est sec. Et on ne peut pas dire qu'il faisait super chaud, mais le fait qu'il faisait très sec, ça ne leur plaît pas trop, donc les cycles se ralentissent ou s'arrêtent même. Mais là, comme il vient de pleuvoir, ça pourrait très bien mettre en route les cycles. Et donc, au niveau économique encore, et pour terminer, en fait, il y a des coûts secondaires que sont la résistance, avec une diminution des productions, mais aussi un coût environnemental, avec une perte de biodiversité due au fait que les molécules, pas toutes, mais la plupart et celles qui sont utilisées le plus souvent, des molécules antiparasitaires qu'on utilise, peuvent provoquer une perte de la biodiversité et ça va avoir des répercussions plus importantes au niveau de l'exploitation que simplement la dégradation des bouses. On parlait, tu viens de faire un joli lien entre... Pardon. Ah oui, pardon.
Vas-y. Tu viens de faire un joli lien entre environnement, bouse et l'animal. Justement, quel lien y a-t-il entre le fait de traiter l'animal, sa santé du microbiote et l'environnement? Alors, le lien qu'il y a entre le fait de vermifuger un animal, son microbiote et l'environnement, au niveau du microbiote, je ne sais vraiment pas grand-chose. Je pense qu'on en est au tout début, au niveau des études par rapport à tout ça. Personnellement, je pense qu'il y a des liens, qu'il y a des impacts quand on donne ces molécules synthétiques. En tout cas, certains éleveurs me disent qu'ils essayent de ne plus en donner, ces molécules synthétiques, parce qu'ils voient que, par exemple, leur chèvre donne nettement moins de lait pendant 15 jours, qui suit le fait d'avoir administré un antiparasitaire. Ce que je veux bien croire, hein, c'est quand même des molécules synthétiques qui doivent être détoxifiées par l'organisme de l'animal, donc que ça puisse avoir un impact sur le microbiote, je ne serais vraiment pas étonnée, mais personnellement, je ne suis pas du tout compétente dans cette matière-là. Ceci dit, au niveau de l'environnement, là oui, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites entre le fait d'administrer des molécules et de voir ce qu'il tombe comme résidus dans l'environnement. Donc on a toute une partie des molécules qui sont utilisées. De nouveau, je me répète, mais c'est les molécules malheureusement qu'on utilise le plus souvent qui sont écotoxiques. Donc on a une répercussion principalement sur ce qu'on appelle la coprofaune, c'est-à-dire les bousiers, qui sont des coléoptères, mais aussi des mouches, qui viennent très vite coloniser les matières fécales des animaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein. Mais ça a surtout été étudié chez les bovins. Ça vient très vite coloniser. S'il y a des résidus d'antiparasitaires, donc de certaines molécules, comme les lactones macrocycliques, pour les citer, s'il y a des résidus de lactones macrocycliques, eh bien on va avoir un effondrement des colonies de cette coprofaune. Alors on ne va pas trouver plein de bousiers morts juste à côté de la bouse de vache, de la vache qui aurait été traitée avec un antiparasitaire, mais il y a suffisamment d'études maintenant qui démontrent qu'en fait ce coléoptère, sa colonie à lui va s'effondrer, ce qui va avoir un effet domino, puisque ce coléoptère-là, ou ces coléoptères-là, puisqu'ils sont nombreux en général à coloniser une bouse, mais ces coléoptères-là, ils ont un rôle très spécifique à jouer, qui est l'enfouissement en fait des matières fécales, et ils servent aussi de nourriture à des prédateurs insectivores qui eux aussi vont voir un effondrement de leur colonie. Et donc voilà, les prédateurs insectivores, c'est certains oiseaux, et parfois on est sur des oiseaux qu'on essaye de protéger par ailleurs dans des zones Natura 2000. C'est le hérisson qui est aussi insectivore, c'est les chauves-souris pour les prédateurs de la nuit. Il ne faut pas les oublier parce qu'en fait l'effondrement des populations de chauves-souris sont aussi directement liés quand même à la présence de produits toxiques dans les sols et dans les insectes qu'elles mangent, puisque toutes les chauves-souris en Belgique sont insectivores.
c'est plus curieux que ça. Là, on a 5 culs. Oui. Si on bouge pas trop, il va venir bouffer le suivant. Mine de rien, comme ça, l'air de pas venir. Coucou les gars. Petit fait le tour. Allez, c'est chouette, on a plein d'interactions ici. Alors, en plus, c'est une belle prairie dans le sens, au niveau biodiversité. On voit que c'est une prairie qui est humide. T'as les petites touffes de carex là. On voit que c'est une prairie qui est humide. On voit qu'elles sont un peu à l'ombre. Si tu sais prendre aussi un plan du taureau tout seul, ça peut être sympa aussi. On a une qui boit aussi, mais ça fait peut-être un peu loin. Je sais pas si.
Thierry. Ils sont installés.